Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre édition d'information. Soyez la bienvenue sur Top Benji, bon confort d'écoute. Les langues locales et jeunesse était le thème choisi pour la 3e édition du Gabon 9 Province. Ceci étant, les jeunes Gabonais parlent-ils encore leur langue vernaculaire? La réponse dans cet élément signé de notre rédaction. Pas vraiment la langue, hein. Ils sont là, que le français, machin, tout ça, mais moi-même qui te parle là, je parle ma langue. Moi je pense que c'est les parents. C'est les parents, parce que c'est pas même si on amène au village, c'est pas un jeu c'est pas un problème de 2 à 3 jours. C'est des années. Mais si à la maison, maman et papa te parlent en langue, mais automatiquement en 2-3 mois tu peux quand même t'adapter. Mais sinon c'est pas facile. Tu parles au français tous les jours, mais qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui, les jeunes Gabonais sont complètement déracinés, je veux même dire éloignés de leurs us et coutumes, mœurs traditionnelles, culturelles. Mais par contre, on a encore quelques ethnies au Gabon, comme les Fang, les Teke, Obamba, Togo. Donc les enfants parlent encore leur langue vernaculaire. En ce qui concerne les autres, ils sont un peu mélangés, mitigés entre le français et la langue vernaculaire. Pour cause, les parents aujourd'hui ne veulent plus apprendre à leurs enfants comment parler la langue. Vous avez même des familles où les 2 parents ne parlent que le français. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie, les organismes ici et là, qui essaient de mettre en place la valorisation des langues culturelles. Mais sinon, j'avoue que en ce moment, c'est en voie de perdition. Les jeunes aujourd'hui ne parlent plus la langue vernaculaire. Je pense que c'est d'un point de vue personnel. Cela est dû la faute revient aux parents. Les années antérieures, nos parents nous amenaient dans les villages. Ce qui fait que nous étions face à notre patrimoine génétique, qui consiste à ce que nous sommes dans nos villages, nous sommes avec la famille, nous avons le grand-père, la grand-mère, nous avons la tante et l'oncle réunis. Nous parlons une seule langue, celle à laquelle nous appartenons. Ok? Nous appartenons à notre idiome, donc notre langue vernaculaire. Ça implique que si moi je suis gallois, je suis au Lungu, je parle le gallois, je parle le mpongwe, parce que je suis dans mon milieu culturel. La culture qu'a eu Léomba, ok, et sa génération n'est pas la même culture que les enfants d'aujourd'hui ont. C'est ce que je dis qu'aujourd'hui, nous les parents, nous avons raté le coach. C'est-à-dire que nos parents, nos enfants, nous les avons jetés dans la rue. Il n'y a qu'à regarder ce que nous voyons aujourd'hui. Le vampire dans les systèmes africains qui sont des forteresses a toujours existé. Vous pensez qu'en Europe, ils n'ont pas le vampire? Ils ont le vampire. Mais le véritable problème, c'est qu'ils ont fui les villages parce que justement, lorsqu'on est confronté à un problème de santé, à un problème de précarité, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'organiser. Les familles ne s'organisent plus. Aujourd'hui, on vit en ville parce qu'il faut que tout le monde aille travailler quelque part. Mais nos grands-parents, eux, ils cultivaient les champs. Et ils arrivaient à nourrir nos pères, ils arrivaient à nourrir nos grands-mères. Voyez-vous? Donc c'est nous-mêmes qui nous sommes déracinés avec la complicité de nos parents pour que nous ne soyons plus là en train de parler nos langues. L'organisation patronale des médias est montée au créneau ce mardi 27 août 2019 à la faveur d'une conférence de presse aux fins de dénoncer les dérives autoritaires de la haute autorité de la communication. Alfred Nzouki pour le compte-rendu. L'organisation patronale des médias, OPAM, est montée au créneau ce mardi 27 août à la faveur d'une conférence de presse aux fins de dénoncer les dérives autoritaires de la haute autorité de la communication. Une sortie médiatique qui fait suite aux récentes mesures prises par l'autorité de régulation des médias à l'endroit de Gabon Review et du représentant de la RFI, Radio France Internationale. Nos 2 confrères ont été suspendus lors de la dernière plénière tenue le jeudi 20 août 2019 par la HAC, ce qui rallonge la liste des suspensions infligées aux entreprises de presse, journalistes, partis politiques et syndicats par cet organe devenu non pas régulateur des médias, objet dont on l'affuble au plan légal, mais bourreau des médias et de la liberté d'expression. Le PAM s'interroge. Pour quel motif Gabon Review est accusé, selon la HAC, d'avoir diffamé le prétendu régulateur des médias dans un article intitulé « Respect de la suspension de nos services
contre-carriérisme, la finesse. Quant au correspondant de RFI au Gabon, ce dernier a commis un crime de lèse-majesté pour avoir relaté avec exactitude sur les ondes de la radio qu'il représente ici que le président de la République ne s'était à aucun moment levé comme autrefois pour saluer les troupes de l'armée au moment de la parade militaire du 7 août dernier. À son actif, la HAC totalise plus de 30 décisions de suspension des entreprises éditrices de presse et de journalistes. Le PAM n'a pas manqué de rappeler les conséquences de la fermeture régulière des organes de presse qui constitue une véritable mise à mort de ces médias qui, il faut le rappeler, emploient de nombreux Gabonais. Après les suspensions successives d'Écho du Nord, dont les conséquences ont été des mises en congé techniques de plusieurs collaborateurs, Soldalou, Log et Mutuki, dont le personnel est passé de 16 à 3, celle d'une trentaine de médias en ligne pour des raisons administratives. Ça est suivi celle de Gabon Media Time, dont la dizaine de collaborateurs ne pourra pas percevoir leur salaire mensuel à la date échue. Récemment, 2 suspensions de Gabon revues en l'espace de 2 mois exposent à la précarité 8 journalistes, des pères et mères de famille qui seront privés eux aussi de salaire un mois avant la rentrée de classe. Cette situation a conduit le PAM à exiger la démission de Raphaël Toumkoro, qui s'érige désormais en véritable bourreau de la presse gabonaise. Vous l'avez certainement remarqué, nous poursuivons notre édition d'information avec des invités sur notre plateau. Comme vous le voyez sur votre petit écran, pour ceux-là qui sont des fils et filles de Dieu dans la commune de Port-Gentil, vous avez reconnu certainement le bishop Freddy Ntaku Mayavanga. Bonsoir bishop. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène sur le plateau du journal de Top Benji? Ce qui m'amène sur le plateau journal Top Benji, c'est par rapport à ces grands programmes que nous avons eu avec le prophète Bayar Akam, venu du Cameroun pour nous faire plaisir ici. Ce programme qui a eu lieu du 24 au 27 au plateau sportif de Matiti 1. D'accord. C'est ce qui nous amène ici pour qu'on puisse parler de la sorte. De quoi a-t-il été question lors de ce programme? Il était question de pouvoir prêcher d'abord sur le manteau que le peuple devait recevoir. Et l'homme de Dieu avait beaucoup plus développé sur ce manteau. Et il est là d'ailleurs parce que je n'aimerais pas prendre sa place pour répondre à ces informations, parce que c'est lui qui était là pour expliquer bel et bien sur le thème édité. D'accord. Comme vous l'avez annoncé, sur ma gauche, nous avons le prophète Bayar Akam qui nous revient du Cameroun. Prophète, bonsoir. Bonsoir monsieur. Le bishop Freddy énonçait déjà votre présence sur ce plateau et surtout les raisons de votre arrivée au Gabon, notamment à Port-Gentil. Peut-on dire que ce programme fut un succès par rapport à la partition qui a été la vôtre? Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce programme. Nous voulons bénir la communauté chrétienne, même notre chrétien de Port-Gentil, pour l'accueil favorable qu'ils nous ont accordé dans le cadre de ce programme, le manteau de faveur. Nous bénissons les autorités qui ont été présentes dans le cadre de ce programme et nous rendons grâce à Dieu pour les signes, des prodiges et des miracles qui se sont accomplis dans le cadre de ce programme. La parole de Jésus-Christ a été proclamée. Les signes et les miracles ont accompagné pour confirmer cette parole. Et nous avons vu une manifestation de la puissance authentique de Dieu. Alors, prophète, en dehors du programme que vous avez tenu du 24 au 27 août dernier, vous avez une autre annonce à faire par rapport à un programme à venir. C'est vrai que présentement, comme nous sommes en train de parler dans le cadre de cette édition, je devrais déjà être au Cameroun. D'accord. À cause du poids de responsabilité et de tout ce qui m'attend là-bas. Mais ce que Dieu a fait dans le cadre de ce programme, je parle des prophéties authentiques qui se sont accomplies, je parle des guérisons instantanées qui se sont manifestées, je parle des miracles que les gens ont témoignés dans le cadre de ce programme. Au vu et au su de toutes ces choses, il y a une communauté de personnes, des autorités de la place, des membres influents de l'église à Port-Gentil qui ont trouvé nécessaire qu'il était important que le prophète passe encore 2 jours. C'est pour cette raison ils ont décidé d'annuler mon billet d'avion et de m'offrir un autre billet d'avion pour que 2-3 personnes soient encore bénies.
C'est pour cette raison que nous voulons saisir cette opportunité pour dire à une personne qui est en train de nous regarder maintenant, qui est affligée par une situation quelconque. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être un envoûtement, ça peut être un problème de sorcellerie, ça peut être un problème de mort précoce qui est en train de te détruire maintenant, ça peut même être des affaires qui sont déjà mortes, oui, mais prophète, Dieu veut te faire du bien. Je souhaiterais que vous puissiez nous parler de ce programme d'évangélisation, de cette soirée d'évangélisation et d'adoration. Oui, c'est dans ce sens que je suis en train d'aller, bien aimé. Je préfère que vous ayez droit au but. Donc c'est là où je suis en train d'aller, c'est pour dire que les gens qui ont commencé à être bénis, qui témoignent déjà et qui peuvent encore saisir l'opportunité en appelant le contact que nous avons, nous allons recevoir ces personnes en 2-3 minutes et la gloire de Dieu va se manifester. Parlons du contact, il s'agit du 07 74 79 49. Je répète, 07 74 79 49. Prophète, allez-y. Il est important de saisir ce contact pour entrer dans ta restauration totale sur ce qui ne marche pas dans ta vie. Dieu va te bénir. Et nous allons clôturer ce moment de bénédiction avec ce vendredi. D'accord. Ce vendredi, véritablement au complexe Olympia ou au cinéma Olympia, où Dieu veut manifester sa présence. Vous voyez, il y a une telle présence là où Dieu, dans le moment de louange et d'adoration. Et là où il y a la louange et l'adoration, nous entrons facilement dans le prophétique. D'accord. Les cas des gens sont exposés, la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour cette raison que nous invitons toute la communauté chrétienne de Port-Gentil et même les non-croyants de Port-Gentil de se retrouver dans ce cinéma pour que la gloire de Dieu se manifeste. Merci, prophète Bishop. Quels sont les centres ou encore les artistes gospel qui sont attendus à cette grosse soirée glorieuse de louange et d'adoration? Ils sont nombreux. Déjà, nous avons Ulrich NT. D'accord. Nous avons Élysée. Nous avons Olger de Christ. Nous avons Gaël Njamba. Et tant d'autres qui sont des chantres des différentes églises associées. Ok, merci beaucoup. Nous recevions le prophète Bayar Akam du Cameroun et le bishop Fredin Taku Mayavanga qui venait communiquer sur un événement déjà passé, mais surtout vous annoncer la tenue de la grande soirée glorieuse de louange et d'adoration. Restez avec nous, nous poursuivons ce journal. Écoutons à présent à ce sujet le président de l'organisation patronale des médias, Guy Pierre Bitégué, qui appelle à la démission de Raphaël Ntuntum Kogé, le président de la HAC, au micro de notre confrère Alfred Nzogué de la Radio-Télévision Nazareth. Le PAM condamne vertement la mise à mort des entreprises éditrices de presse et de la liberté d'opinion au Gabon par la haute autorité de la communication. Par ailleurs, au-delà de la simple mise en garde au président de cette institution, M. Raphaël Ntuntum Kogé, nous exigeons aujourd'hui son départ de la tête de cette institution, car il ne réunit pas les conditions et les exigences requises à ce niveau de responsabilité. Pour lui, c'est un jeu d'user de l'article 55 de l'ordonnance créant la HAC, au terme duquel il se dispense de convoquer l'organe de presse ou encore le journaliste à une plénière pour décider d'une mesure à infliger à tel ou tel organe de presse d'une part. D'autre part, à tel ou tel homme de presse. La loi ne peut servir au bien commun lorsqu'un individu, de par son fait, se retrouve avec tant de pouvoir. Les agissements de M. Raphaël Ntuntum Kogé, au-delà de plomber le vivre ensemble, vu qu'ils affectent gravement le fonctionnement de notre démocratie, ont tout aussi des conséquences économiques et sociales néfastes, tant localement qu'à l'international, ce qui est du climat des affaires. Depuis la création de la HAC, en seulement un an, le Gabon a perdu 7 places dans le classement des Reporters sans frontières, RSF, passant de la 107e place à la 115e sur 180. C'est là une preuve manifeste de la folie restrictive de la liberté d'expression dont la HAC s'est faite le porte-flambeau. Le PAM, de par cette exigence, saisit l'occasion pour lancer un appel aux élus nationaux qui ont ratifié l'ordonnance créant la HAC, en faisant fi des risques liés à la violation de la liberté de la presse. Elle exige donc la réforme aussi bien de la HAC que du Code de la communication qui, aujourd'hui, sont devenus des outils aux mains d'un groupe de personnes, et principalement son président, qui s'en servent pour des règlements de compte au mépris des intérêts économiques des entreprises de presse et des Gabonais et Gabonaises qui y sont employés. Nous poursuivons ce journal avec un autre invité
plutôt une autre invitée sur notre plateau. Il s'agit de Guylaine Bouy, secrétaire nationale de la communication de l'ONEP. Madame Bouy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui amène l'ONEP sur le plateau du journal de la radio-télévision Top NG ce soir? Alors, l'Organisation nationale des employés du pétrole, par la voix de son secrétaire national de la communication, est présent sur ce plateau pour annoncer que depuis ce matin se tient donc à son siège social un séminaire international sous la houlette de la Fédération internationale Industrial Hall du réseau énergétique sur le thème le travail précaire dans le secteur pétrole et gaz. D'accord. Donc c'est un séminaire qui va se tenir sur 3 jours. Donc aujourd'hui il y a eu la première journée et demain nous avons un point culminant avec donc la campagne de sensibilisation sur la thématique du travail précaire dans le secteur pétrole et gaz pour sensibiliser tous ces travailleurs qui sont dans cette précarité. Donc notamment les travailleurs des prestations de services, les travailleurs des stations de services, les travailleurs qui ont des contrats d'intérim, les travailleurs qui sont sous l'activité de sous-traitance, pour ne pas me répéter. Donc c'est tous ces types de travailleurs qui sont dans une certaine forme de précarité que nous invitons demain à l'Institut du pétrole et de gaz IPG, à proximité du collège Rapona Walker, de 14h à 18h à prendre massivement part à cette campagne de sensibilisation dont l'objectif est d'informer et de former donc ces travailleurs sur la nécessité de s'organiser en syndicat pour améliorer leurs conditions de vie et le travail. Assurer tout simplement, voilà, exactement. On peut dire que vos propos ont le mérite d'être clairs. Les Port-Gentillais ont certainement bien compris le message que vous venez de véhiculer. Donc, tous ceux qui sont concernés, notamment ceux qui ont qui travaillent, ceux qui ont des travaux... tous ceux qui n'ont pas des contrats en CDI. En CDI, donc c'est le travail précaire, voilà, ceux qui appartiennent aux travailleurs précaires. Voilà, c'est ça. C'est tous ceux qui n'ont pas de contrat à durée indéterminée. Donc, ce sont tous ces travailleurs que nous venons donc d'énumérer, qui sont invités demain à prendre part vraiment massivement à cette campagne de sensibilisation, comme on le disait tantôt, qui vise d'abord d'informer et de former donc ces travailleurs sur la nécessité d'être organisés autour d'un syndicat pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Est-ce qu'au terme de ce programme, les travailleurs précaires peuvent être rassurés que l'Organisation nationale des employés du pétrole peut leur apporter des pistes de solutions afin de les amener à avoir des contrats à durée indéterminée? Eh bien, depuis la naissance de l'ONEP en 2001 jusqu'à maintenant, c'est l'un de nos chemins de bataille. C'est de lutter contre la précarité donc, du travailleur de notre secteur. Donc aujourd'hui, on a une recrudescence donc, de cette difficulté d'embauche qu'aujourd'hui les travailleurs gabonais vivent donc, au sein de notre secteur. Oui, le NEP est le syndicat qui peut amener un tant soit peu l'amélioration de leurs conditions de travail. Il suffit tout simplement d'abord de venir à titre d'information pour qu'ils puissent être édifiés donc, sur la thématique et sur les possibilités donc, de résolution donc, de cette précarité. D'accord. Peut-on parler des rapports entre l'ONEP et la tutelle en ce moment? Quel genre de rapport vous entretenez à votre tutelle? Alors, vous voyez bien qu'on a le ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures qui est le parrain de cet événement. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur une pente beaucoup plus apaisée donc, avec notre ministère de tutelle. Et nous espérons vivement que ce retour, on va dire, plus ou moins à la normalité, eh bien, va se poursuivre pour une meilleure conduite de notre dialogue social au sein de notre secteur pétrolier et activités connexes. Alors, merci Guylaine Bouy. Je vous remercie également. Restez avec nous, nous poursuivons cette édition d'information avec notre page africaine. Adoption d'une politique nationale de population par le gouvernement nigérien. Celle-ci vise à maîtriser la croissance démographique dans le pays qui semble être caractérisé par un des taux de natalité les plus élevés au monde. Les détails dans cet élément signé d'Africa 24.
Le gouvernement nigérien a adopté une politique nationale de population dont l'objectif est la maîtrise de sa croissance démographique. La démographie du pays est notamment caractérisée par l'un des taux de natalité les plus élevés au monde. Ceci s'expliquerait par une jeunesse de la population, un faible niveau d'éducation et une société où 79% de la population sont des ruraux ainsi que des femmes au foyer. La démographie est un frein au développement. À ce niveau, il y a des facteurs traditionnels. Le Niger est une société musulmane avec un fort taux de polygame. Et d'autres facteurs, c'est le chômage. Le gouvernement peut s'efforcer de mettre l'accent sur l'éducation au planning familial. Avec une population de 22 millions d'habitants et une moyenne de 6,1 enfants par femme, cette situation compromet le développement économique et social du pays qui fait face à une demande incessante en matière d'éducation et de santé. Il faut de la volonté politique, il faut une éducation des familles. C'est vrai que la notion de parenté responsable, elle est importante, mais le Nigérien traditionnel vous dira que le parent nigérien est par essence un parent responsable. Donc sur ce plan aussi, nos traditions montrent que le gouvernement rame à contre-courant des réalités du pays. La population du Niger devrait atteindre 79 millions d'habitants en 2050. L'offre de services est très loin de suivre la cadence des besoins de la population, freinée par le désaccord des islamistes radicaux. Après 2 ans de donation de soins gratuits, de dons de sang et de vivres au sein de la population béninoise, et à l'instar d'autres organisations non gouvernementales, l'association Humanité Solidarité est toujours au chevet des défavorisés, contribuant ainsi de ce fait à la réduction des inégalités au Bénin. Africa 24 pour les précisions. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'association Humanité Solidaire contribue à la réduction des inégalités au sein de la population béninoise. Après 2 ans de donation, des soins gratuits, des dons de sang et de vivres au profit des populations du Bénin, elle entend récolter des fonds pour les couches défavorisées. Au nombre des initiatives à financer, le projet Village Pilote pour le Mono 2019 d'un coût global de 30 millions de francs CFA. Humanité Solidaire, à la base, s'est donné comme objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations, mais aussi l'accès aux soins de santé de base et tous les besoins connexes à ces 2 besoins. Le promoteur de l'association Humanité Solidaire, Ghislain de Chacus, médecin généraliste, épidémiologiste et son équipe ont initié des programmes sociaux afin de réduire les inégalités au sein des populations. Le programme, c'est essentiellement sur la base des informations que nous avons reçues, améliorer l'efficacité des centres de santé ruraux grâce à un équipement, grâce à une formation sur l'utilisation de ces équipements, répondre aux besoins en eau potable. Donc toujours de façon complémentaire au gouvernement. Fondée en septembre 2017, elle s'est assignée comme mission d'améliorer le niveau de vie, la santé, l'environnement et l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale. A noter qu'en dehors du Bénin, elle mène aussi des actions au Sénégal. 2019, année charnière pour le marché touristique égyptien. Celui-ci semble être ouvert, rendant ainsi les perspectives économiques nationales positives, selon un rapport trimestriel d'un organe régulateur de tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Africa 24. En Égypte, le marché touristique est ouvert, les perspectives restent positives. L'année 2019 est ainsi devenue une année charnière pour l'économie touristique nationale, selon le rapport trimestriel du MENA, le Middle East and North Africa, qui comprend tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ces données positives qui concernent le secteur touristique égyptien s'expliquent en premier lieu par les retombées de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, surtout pour la ville d'Alexandrie, du Caire. Alexandrie continue de dominer le marché en matière de performance tarifaire, enregistrant une amélioration de 26% du tarif journalier par rapport à l'année précédente. Pour continuer à conserver cette ascension économique, en dehors des visites des pyramides, le ministère des Antiquités ambitionne de faciliter l'accès aux musées, aux touristes africains et instaurer des tarifs attractifs pour l'année 2019. Autre indicateur, il souhaite également la reprise des activités culturelles et des croisières autour du Nil. Je
pense que le signal principal qu'il faut retenir, c'est que la confiance est en train de revenir autant chez les tour opérateurs que chez les touristes eux-mêmes. Oui, je parlais du marché de niche que représente le Nil et les nombreuses croisières qui sont organisées et le ministère du Tourisme souhaite développer davantage ce tourisme, non pas de masse, mais de niche un peu spéciale et à l'attention d'un certain type de tourisme. Mais l'Égypte reste une valeur sûre à travers les pyramides. Sur le plan historique, l'Égypte est un pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient et son histoire remonte à l'époque des pharaons. Sa richesse culturelle et son attrait touristique ont toujours été un atout pour la croissance économique du pays. Cependant, depuis la révolution et la destitution d'Hosni Moubarak en 2011, le pays traverse une crise économique et sécuritaire. Nous voilà arrivés au terme de ce journal réalisé par Castro Tubozo et préparé par l'ensemble de la rédaction qui se joint à moi pour vous remercier et vous souhaiter de passer des excellents moments en compagnie de la suite des programmes de Top Benji. Vous le savez, l'information se poursuit sur notre page YouTube Top Benji Gabon officiel. Au revoir.